Dr. Ricardo Pelingeiro solicitou que antes dos debates eu concedesse a palavra por 10 minutos ao Dr. Guy Canivet para complementar a exposição que ele teria feito pela manhã. Donner la parole. On m'a demandé d'intervenir en complément du débat qui avait eu lieu ce matin sur la judiciarisation d'un contentieux particulier, c'est celui de l'accès aux médicaments. Et si j'ai bien compris, cette grosse question de la judiciarisation concerne un contentieux à la demande d'un individu qui demande à accéder à un médicament particulier. Et la question se posait de savoir pourquoi en France, nous n'avions pas un tel contentieux de masse sur cette question particulière. Alors, je ne suis pas habilité à répondre dans les détails à cette question, d'autant plus que Pierre-Louis Brasse a déjà donné une explication à ce sujet sur les commissions de transparence qui décident, si toutes choses égales par ailleurs on compare les deux choses, qui décident de la remboursabilité des médicaments, puisque, comme je vous l'ai expliqué, en France, nous n'avons pas un système de prestation directe en ce qui concerne les médicaments, mais un système de remboursement. Alors comment est-ce que, d'un point de vue systémique, ce problème se réglerait en France? D'abord, ce qui serait soumis au Conseil constitutionnel, ce n'est pas une décision individuelle, c'est-à-dire l'accès d'un individu à un médicament, mais c'est le contrôle de la loi elle-même, un contrôle abstrait sur la loi. Et le Conseil constitutionnel serait amené, s'il en était saisi d'une loi de ce genre, à apprécier si la loi qui ordonne, qui organise le remboursement ou le non-remboursement des médicaments est conforme au principe de protection de la santé. Et comment est-ce que le Conseil constitutionnel pourrait examiner cette loi pour décider si elle est ou non conforme au principe de protection de la santé? Je crois que le Conseil constitutionnel vérifierait deux choses. La première chose, c'est que cette décision de remboursement ou de non-remboursement d'un médicament est prise par une autorité qualifiée. Autrement dit, si celui ou ceux ou le collège qui décide de cette remboursabilité des médicaments est bien habilité à prendre une telle décision du point de vue administratif et du point de vue scientifique. Autrement dit, si ces commissions comprennent à la fois des professionnels de la santé, des médecins, des scientifiques capables de décider de l'efficacité du médicament. Donc, premier type de contrôle. Et le second type de contrôle qu'exigerait le Conseil constitutionnel, c'est qu'on ait un recours contre ces décisions générales de remboursabilité ou de non-remboursabilité des médicaments. Voilà ce que vérifierait le Conseil constitutionnel. Alors, autre niveau de contrôle, c'est qu'une fois que la décision de remboursement d'un médicament est prise, il faudra qu'on puisse contester cette décision. Et c'est en France une commission administrative. Par conséquent, un contentieux général de la régularité des décisions rendues par ce type de commission qui est portée devant les juridictions administratives. Et la juridiction administrative vérifierait la régularité de la décision rendue par cette commission, c'est-à-dire si on a bien apprécié l'utilité de ce médicament dans un contexte thérapeutique. Et c'est la généralité du remboursement du médicament qui sera contrôlée, et non pas la possibilité pour tel ou tel individu d'obtenir le médicament. Donc un contrôle général de normes à deux niveaux, de la loi qui prévoit le mécanisme de décision du remboursement et de la décision administrative de remboursement. Alors après, que reste-t-il au contrôle, à la décision individuelle, une fois que ces deux contentieux sont vidés? Assez peu de choses, puisque, en définitive, un individu qui voudra obtenir le remboursement d'un médicament non remboursable saisira une juridiction particulière, qui est la juridiction de sécurité sociale, qui constateront que par décision administrative définitive, puisque non soumise à recours, eh bien, il y a une décision de non-remboursabilité du médicament. Donc le contentieux est vidé, en quelque sorte, sur le plan individuel, par le contrôle des deux décisions collectives qui seront prises au préalable. Voilà. Alors je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair.
Sans doute, Madame Laude pourrait vous donner des précisions plus particulières sur le détail de fonctionnement de ces commissions de transparence, mais en réponse systémique, voilà comment j'expliquerai la différence entre notre système qui fait prendre ces décisions de remboursabilité par des commissions administratives de spécialistes et votre système qui décide en manipulant des principes de libre accès à la santé par des décisions individuelles de juges. Voilà, merci. Agradeço ao Dr. Gui Canivet, que complementou a sua palestra na parte da manhã sobre as bases constitucionais do direito à saúde na França. A primeira pergunta, formulada pelo professor Dr. Túlio Franco, ele formula ao Dr. Pierre uma pergunta e outra ao Dr. Maurício Cecim. Dr. Pierre, a pergunta é: na França, há regulação estatal do sistema de saúde privada? E ao Dr. Maurício, como você pretende conduzir a política de qualificação da saúde suplementar initiada em 2005? Oui, bien sûr, en France, il y a une très forte réglementation du système privé. Mais il faut bien comprendre que le système privé n'est pas un système alternatif au système public, comme j'ai cru comprendre que c'était le cas au Brésil. Si j'ai bien compris, au Brésil, il y a un système public, et puis certaines personnes qui ont une assurance privée accèdent à un système privé. En France, les assurés sociaux accèdent à un système public et privé. C'est-à-dire qu'un assuré social français, lorsqu'il doit aller à l'hôpital, il a le choix entre des hôpitaux publics et des cliniques privées. Parce qu'une clinique privée qui, en France, ne voudrait pas prendre en charge les assurés sociaux serait condamnée à la faillite. En gros, il y a une ou deux cliniques privées qui, en France, c'est l'hôpital américain, ne prennent pas les assurés sociaux parce qu'ils vivent avec une clientèle très particulière. Mais le système privé fait partie du système de soins qui est remboursé par le système public de sécurité sociale. Ce ne sont pas donc deux systèmes dont l'un est réservé aux assurés privés et l'autre est réservé aux assurés publics. D'accord ? Donc, quand nous on parle d'assurance privée, c'est une assurance privée qui vient se rajouter à l'assurance publique pour prendre en charge les dépenses publiques, les dépenses qui sont faites dans un système public ou dans un système privé. D'accord ? Donc en gros, les dépenses hospitalières, elles sont prises en charge à 80%, que vous alliez dans un hôpital public ou dans une clinique privée. Et les 20% qui restent sont en général pris en charge par une assurance privée. Donc ce n'est pas du tout la même configuration et la même relation entre le système public et le système privé. Et donc, bien évidemment, comme ce système privé participe au système général d'assurance maladie, il est très largement réglementé. Il est réglementé pour des raisons sanitaires, c'est-à-dire qu'il y a des règlements sanitaires pour assurer la qualité des services dans le système privé, mais les prix sont aussi très largement administrés. C'est-à-dire que les prix des cliniques privées sont administrés pour qu'ils puissent être remboursés par la sécurité sociale. Si ces prix n'étaient pas administrés par les pouvoirs publics, la sécurité sociale ne pourrait pas les rembourser. Alors la seule exception à ce système, c'est que les médecins qui exercent dans des cliniques privées, pour certains, ont le droit de fixer librement leurs tarifs. Et dans ce cas-là, la sécurité sociale rembourse sur la base d'un tarif sécurité sociale, mais si le médecin prend des honoraires qui vont au-delà du tarif sécurité sociale, l'assuré n'est pas remboursé par la sécurité sociale et il est éventuellement remboursé, mais souvent pas de manière intégrale, par son assurance privée. Et donc ça, c'est une des questions, disons, difficiles d'accès aux soins actuellement en France, puisque dans les cliniques privées, beaucoup de médecins fixent librement leurs tarifs et donc des fois demandent des niveaux d'honoraires qui ne sont pas du tout couverts par le système de sécurité sociale publique et même par les systèmes d'assurance maladie privés. Com relação à qualificação da saúde suplementar, iniciada em 2005, o que aconteceu inicialmente foi feito um programa de
qualidade direcionada às operadoras de saúde, com criação de indicadores de avaliação. Já estamos na 7ª edição esse ano de publicação de indicadores na saúde suplementar para as operadoras de saúde. O que nós estamos incrementando isso é trazendo agora um programa de acreditação, que é de avaliação da qualidade através não só de indicadores pontuais, mas sim da avaliação continuada do serviço prestado pelas operadoras de saúde. Essa acreditação, esse programa de acreditação da agência, ele deve sair ainda antes do final do ano, todas as regras, as formas de como vai ser levado adiante. E também o que nós estamos iniciando antes do final do ano é um programa de qualificação de prestadores de serviço da saúde suplementar. Ele não é obrigatório, porque, como eu já disse, nós não temos ação regulatória em cima de prestadores, ele é voluntário, a não ser para os hospitais que pertencem a grupos de operadoras. Nesse caso, sim, ele será obrigatório, programa de qualidade de prestadores ligados a operadoras de saúde. Mas para o restante, ele vai servir como um ponto de atração para os beneficiários da saúde suplementar. Por quê? Porque nós pretendemos divulgar esses resultados no site da agência daqueles prestadores que se dispuserem a fazer parte do programa, como uma forma de incentivá-los a participar do programa. Então, o programa de acreditação de operadora se inicia agora, de qualificação de hospitais e serviços de saúde também, além do programa de qualidade que continua com apenas a revisão e aprimoramento dos indicadores que são utilizados atualmente. Próxima pergunta foi formulada pelo Dr. Rafael Vicente, coordenador do Departamento de Educação Continuada do Hospital Público de Macaé. Ela foi formulada para ambos os expositores. É muito longa, é uma pergunta, na realidade é sustentação de ponto de vista que conclui por uma pergunta, mas eu vou lê-la integralmente. Tanto na França como no Brasil, a ideia de saúde suplementar não pode ser interpretada como uma tentativa do Estado de minimizar seu custo com a promoção de saúde. Não é uma transferência da responsabilidade do Estado para o cidadão. Isto não traz consequência no hiperativismo do judiciário para a área de saúde. Com a Constituição de 88, surge um princípio de universalidade e de proteção à saúde. No entanto, a saúde complementar vem ganhando proporcionalmente mais força com a ampliação de sua área de cobertura. Isto não é indicador da falência ou ingerência do Estado, mesmo dentro do princípio da descentralização prevista para o SUS. Acerca das questões anteriores, qual a interlocução entre o Judiciário e o Executivo no que se refere às parcerias público-privadas? Cada um dos expositores. Embora aqui seja uma questão que esteja... Quer dizer, ele começa dizendo, tanto na França como no Brasil, a ideia de saúde suplementar não pode ser interpretada como uma tentativa do Estado minimizar seu custo? Oui, bien sûr, mais la question me semble quand même se poser dans des termes complètement différents au Brésil et en France. C'est-à-dire qu'au Brésil, il y a deux systèmes, un public, un privé, séparés. Comme je vous l'ai dit, en France, il y a un système de soins, un système de remboursement public. Ce système de remboursement public ne prend pas en charge à 100%, et donc les assurés achètent une assurance privée complémentaire. Mais ce n'est pas deux systèmes. Alors, comme je vous l'ai dit, effectivement, devant les difficultés financières du système et devant les déficits, une des tentations des pouvoirs publics peut être de réduire la prise en charge publique des dépenses de santé, notamment parce que 94% de la population a une assurance privée et parce que les plus pauvres en France ont une assurance qui correspond à une assurance privée, mais qui est de fait payée par les pouvoirs publics, c'est la couverture maladie universelle. Et donc ça, c'est le débat politique en France.
Est-ce que, par rapport au déficit, il faut accepter d'augmenter les impôts et les cotisations pour maintenir le niveau actuel de prise en charge, c'est-à-dire en gros 78-79%, ou est-ce qu'on peut laisser baisser le niveau de prise en charge publique? Comme je l'ai dit, depuis quelques années, il a un peu baissé de 1,5. Alors, clairement, au niveau politique, les pouvoirs politiques ont beaucoup de difficultés à assumer l'idée qu'on baisserait les remboursements. Et donc, cette politique en France, elle se fait par petites touches. Il y a eu depuis 2004, chaque année, quelques mesures qui visaient à faire baisser les remboursements. On a demandé aux assurés de payer 1 euro chaque fois qu'ils consultaient un médecin. Et puis maintenant, il y a eu une franchise dont parlait Anne Laude ce matin de 50 centimes par boîte de médicaments consommés. Donc vous voyez que c'est à chaque fois des petites touches pour transférer des dépenses vers les assurances privées ou vers les ménages. Donc c'est une politique qui est conduite, mais qui a ses limites devant bien le fait que la population n'apprécie pas ces déremboursements. Et il est clair que lorsque l'on transfère des dépenses du public au privé, puisque 94% des Français ont une assurance privée, on pourrait dire ce n'est pas grave si le public se désengage, puisque de toute façon, l'assurance privée prend le relais. Néanmoins, il faut bien voir que dans ce cas-là, ce n'est pas les mêmes personnes qui financent. Parce que les cotisations et les impôts, ils sont proportionnels aux revenus. Ils sont indépendants de l'âge et indépendants des charges de famille. Par contre, les primes d'assurance que vous payez, elles ne sont pas proportionnelles à votre revenu. En France, les primes d'un riche sont les mêmes que les primes d'un pauvre. Donc elles sont régressives par rapport aux revenus. Et par contre, les primes d'assurance, elles dépendent de l'âge. Plus vous êtes âgé, plus vous payez des primes d'assurance élevées. Et elles dépendent des charges de famille. Si vous avez 5 enfants, vous payez plus de primes d'assurance maladie que si vous êtes célibataire sans enfants. Donc, quand le public se désengage, eh bien, ça réduit la redistribution des riches vers les pauvres, des jeunes vers les vieux, et des personnes isolées vers les familles. Donc c'est un choix politique de redistribution. Et puis, même si 94% des personnes en France ont une assurance privée, il y a 8% qui n'ont pas d'assurance, et donc on peut craindre, si on réduit la prise en charge publique, qu'on crée des problèmes d'accès aux soins pour ces personnes qui pourraient renoncer à des soins utiles parce qu'elles n'ont pas les moyens financiers de faire face aux nouvelles charges. Voilà un peu quels sont les termes du débat dans notre pays, et ce débat, je crois qu'il est au cœur, en gros, d'une opposition droite-gauche dans notre pays, social-démocrate, ou tendance plus libérale. Voilà, c'est un peu autour de ces questions-là que tourne le débat sur l'assurance maladie en France. Veja, o primeiro aspecto, eu acho a pergunta é muito pertinente, ela é complexa, mas eu vou tentar simplificar a minha opinião. Eu acho que você pode optar por diferentes modelos. O que eu vejo, e se vocês olharem nos últimos anos o que tem acontecido, principalmente em países desenvolvidos, aqueles que desenvolveram sistemas exclusivamente estatais, do ponto de vista de saúde, começam a dar oportunidade para a iniciativa privada avançar um pouco. Vice-versa é verdadeiro. Aqueles que desenvolveram sistemas exclusivamente privados, o exemplo dos Estados Unidos é talvez o mais gritante, começam a olhar que o Estado talvez poderia ter uma participação maior. O que eu vejo é que o desafio de saúde é tão grande, ele é tão enorme, que ele deve ser abraçado por todos. Eu não tenho uma opinião formada de qual modelo nós deveríamos adotar. Eu só acho que, por ser um país em desenvolvimento com grandes desafios, nós temos que buscar recursos onde eles houverem e criar uma sinergia de recursos e não uma duplicidade de atendimento. Ou seja, otimizar recursos, seja de onde eles venham, mas se responsabilizar pela entrega, eu acho que é o grande desafio que nós temos. Tem uma questão muito objetiva. Se nós temos 43 milhões de brasileiros que pagam do seu bolso uma assistência médica suplementar, é evidente que eles não estão satisfeitos com aquela que era ofertada pelo sistema público. Ou porque o seu nível de qualidade e de exigência é diferente, ou porque aquilo é encarado como um bem o qual ele quer ter acesso. Isso é um fato para mim concreto, mas isso demanda não só um repensar de como se constrói melhor acesso
e melhora a qualidade do serviço público, mas como você integraliza esse sistema como um todo. Eu estou formado há 28 anos como médico, e uma coisa eu posso garantir para vocês, acho que é a única vantagem da gente começar a ter cabelo branco, é você olhar para trás, e uma coisa eu digo como médico e como cidadão, nunca o acesso ao sistema de saúde foi tão grande como agora, para a população como um todo. Se você olhar 20 anos para trás, era muito pior. O problema é que a velocidade da nossa demanda e do nosso grau de exigência, do nível de informação e de crescimento do país é sempre maior do que a capacidade de criar instalações, estrutura e sistemas para atender. Então, a gente ainda está correndo atrás de uma defasagem histórica, acredito eu. O que nós precisamos, de alguma forma, é organizar isso para ser cada vez mais eficiente. Mas tentar olhar para os dois modelos como olhando claramente onde eles podem se ajudar. Vou dar um exemplo que é até inspirado no sistema francês. O sistema médico de urgência aqui chama SAMU. Acho que eles conhecem isso. O sistema médico de urgência nesse país, 80% dele é coberto pelo sistema público. O Brasil hoje já é coberto pelo SAMU em 80% das localidades do país. A minha pergunta é por que o sistema privado precisa montar um sistema de emergência? Por que ele não utiliza do sistema público? Mesmo porque ele não faz atendimento de emergência na rua. Por que não utilizar do público e ajudar a financiar um sistema público? Um segundo exemplo, transplantes nesse país. Ninguém em sã consciência admite, e não existe isso, que o fato de você pagar um plano de saúde faz você furar a fila por um transplante. A fila é única para qualquer cidadão desse país. Então, por que a gente não cria um sistema único de transplante e o financiamento é público ou privado? E a gente cria condições para os dois ajudarem um sistema único. Então, esses são exemplos que, na minha visão, são exemplos de integralidade. Outros podem ocorrer. Então, essa questão de minimizar a sua responsabilidade, eu não vejo como tal. A responsabilidade de saúde não é só do governo, é da sociedade como um todo. E a sociedade como um todo precisa gerar riqueza e organização suficiente para atender a todos. Essa é a minha visão. Como fazer isso? Acho que a gente precisa discutir e encontrar um mecanismo e um meio melhor. Muito bem. São mais duas perguntas, agora aqui são diferentes. Uma para o doutor Pierre-Louis e outra para o doutor Maurício. Pierre-Louis, da juíza de direito, dona Maria Glaé Tedesco. Como funcionam na França os comitês de ética na área da saúde? E ao doutor Maurício, o que impede a ANS de regulamentar a assistência farmacêutica no sistema suplementar de saúde? Do médico doutor Wilson Fragoso Filho. Vraiment, sur les comités d'éthique, je ne suis vraiment pas... Je suis vraiment pas un spécialiste et donc je risquerais de dire des erreurs si j'essayais de répondre à la question. Mais je pense que dans la délégation française, il y a des personnes beaucoup plus compétentes que moi sur cette question qui répondront soit maintenant, si vous le souhaitez, soit demain, que ce soit Anne-Laude ou François Bourdillon. Donc je m'abstiendrai. Moi, je suis plutôt économiste de la santé que éthicien. Por favor, o senhor quer responder à pergunta? Oui, bonjour. En France, on a un comité national d'éthique qui est composé de personnes issues de la société civile, de toute origine, à savoir qu'on a bien entendu des médecins, mais on a aussi des avocats, des magistrats, des religieux, des représentants des familles. Et c'est un comité qui se réunit pour donner des avis avec soit des autosaisines, c'est-à-dire qui considèrent que le sujet est important, comme peut-être par exemple le sujet des greffes, soit qui se fait saisir par le gouvernement d'un certain nombre de questions. Et le Comité national d'éthique fait toute une série d'avis qu'il rend publics, qui sont des avis qu'il remet au gouvernement, charge au gouvernement de suivre ou de ne pas suivre cet avis. Et donc on a eu beaucoup d'avis ces dernières années
sur les questions de dépistage, sur les questions génétiques, qui étaient des problèmes difficiles, et qui fait que ces avis contribuent fortement à l'évolution des politiques publiques. Et parallèlement, avec l'épidémie de sida, a été créé un second comité qui n'est pas tout à fait d'éthique, mais qui s'appelle le Conseil national du sida, qui rend des avis sur le fonctionnement et les problèmes posés par l'épidémie de sida dans notre pays, qui a un fonctionnement tout à fait similaire et auquel j'appartiens et pour lequel on rend une dizaine d'avis par an. Eu só quero fazer um esclarecimento. A assistência farmacêutica, do ponto de vista de aprovação de um medicamento para ser comercializado no país, a aprovação da incorporação tecnológica que possivelmente esse medicamento traz no seu bojo, isso é prerrogativa da Anvisa, não da ANS. Nós não temos, na Agência Nacional de Saúde Suplementar, prerrogativa legal de aprovar medicamentos no país para serem comercializados. O que eu digo de assistência farmacêutica é outra coisa. Existem pesquisas no país que demonstram que quase 80% dos pacientes, inclusive de saúde suplementar, não completa o tratamento medicamentoso que é prescrito pelo médico. Muitas vezes, ou por falta de recurso, ou por falta de orientação adequada. Então, um dos problemas que a gente não mensura, mas evidentemente tem um largo impacto, é o subtratamento da população. O que eu acho que, quando a gente fala de sistema suplementar de saúde, um sistema privado de saúde, e hoje é previsto que ele forneça a medicação de todo paciente internado ou em atendimento hospitalar, isso está coberto pelo plano, a minha visão é por que não começar a pesquisar o tratamento ambulatorial ou domiciliar de cobertura medicamentosa para doenças crônicas, para alguns tipos de patologia, e há uma lista de medicamentos que pode ser um benefício adicional ao benefício saúde. Eu não estou dizendo que isso tem que ser obrigatório ou compulsório, mas se estudar como isso pode ser viabilizado e discutir de que forma ele pode ser introduzido, é uma discussão que eu acho que cabe, é contemporânea e vem de acordo à necessidade da população. A forma de fazer isso é prerrogativa da agência, sim. Não é a prerrogativa da agência, eu não penso nisso, de obrigar os planos de saúde a fornecer medicamento puro e simples, que é fácil, porque nós vamos repassar essa conta para o consumidor e ele acaba sendo onerado sem ter oportunidade de se dizer se quer ou não. Mas criar alternativas de benefícios farmácias, agregado ao benefício saúde, como forma de minimizar o subtratamento, eu acho que é um desafio interessante que a gente precisa lembrar. Uma coisa só que me chama a atenção é o indivíduo que faz um tratamento de ponta de um problema oncológico nesse país, por exemplo, e é atendido num hospital de ponta privado nesse país, ao sair do hospital, ele vai buscar o seu medicamento no SUS. Não sei se essa é uma perspectiva melhor quando a gente pensa em complementaridade de setores. Então, por que não avançar na discussão de se não vale a pena a gente discutir também o benefício farmácia como um benefício adicional para os beneficiários de plano de saúde? É só essa questão. Eu irei formular agora mais uma pergunta ao doutor Maurício, e em seguida eu vou convidar novamente o doutor Gui Canivet, que tem 3 perguntas a ele formuladas. Eu vou lhe chamar em seguida. Primeiro, pedir que compareça à mesa para 3 perguntas que lhe foram formuladas. E ao doutor Maurício, uma pergunta do Dr. Carlos Vital, vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, e complementado pelo Dr. Henrique, que também é do Conselho Federal de Medicina. Ainda que no exame de análise dos serviços com prestação de assistência à saúde, ao final, o que se avalia é o trabalho médico, que encerra em si compromissos de meios e não de resultados. O pagamento de tais serviços por resultados, em princípio, parece ser paradoxal aos compromissos de meios assumidos na praxis médica. Nessa perspectiva e consideração, qual a alternativa à implementação de uma relação custo-eficácia coerente com os padrões éticos e morais no exercício da medicina? E
na mesma linha, como se posiciona a ANS quanto à remuneração médica e hospitalar através do pagamento por performance, por desempenho? Isso tem sido muito falado e eu quero deixar claro qual é a minha posição em relação a isso e agradeço a pergunta que me foi endereçada. Nesse país, a experiência que se tem de pagamento por performance que eu conheço para médicos tem sido relacionar o número de exames e a solicitação de exames que se faz em função do atendimento. Obviamente, isso não tem nada a ver com performance, muito menos com qualidade. Nós até deixamos uma nota muito clara, eu fiz isso por escrito e botei no site da agência, que a agência é contra, acha inclusive que isso é antiético, do ponto de vista médico. Então, atrelar desempenho médico por conta de número de exames que se pede por consulta, desculpa, isso não tem nada a ver com performance médico, na minha percepção como médico e do ponto de vista da Agência Nacional de Saúde. Com relação aos serviços, eu faço uma distinção clara, primeiro porque eu acho muito complicado essa questão de performance médica específica. Desculpa, não tenho como me fugir de uma situação que eu reputo da suma importância. No final da década de 80, esse país tinha 80 faculdades de medicina, escolas de medicina. Hoje nós temos 180. Com certeza, muitas delas não têm condição de formar bons médicos. Portanto, nós temos uma preocupação com a qualidade. Não estou falando da agência, não. Nós precisamos ter uma preocupação com a qualidade médica, que eu acredito que é uma preocupação dos próprios conselhos de medicina. Por outro lado, quando eu falo de resultado de serviço, é muito simples. Nós estamos tentando mudar o modelo de remuneração, caminhando naquilo que for procedimentos padronizáveis em hospitais, de que ele seja feito o pagamento, como se diz, por pacote, por preços fechados. Por uma questão muito simples. Óbvio que tem determinados procedimentos médicos que isso não cabe, mas ao fazer isso por preços fixos, você permite a comparação. Dar poder ao consumidor é informá-lo corretamente. Ter mais poder de barganha e de escolha para o consumidor é ele ser melhor informado. Ser melhor informado se faz através de avaliação comparativa. Então, quando você disser, eu vou chutar um exemplo, pelo amor de Deus, não tomem isso como referência, que a apendicectomia num hospital determinado custa X e no outro a apendicectomia custa Y, considerando mesmas populações, mesmos riscos, doenças concomitantes e tal, você começa a comparar. Se você atrela isso a alguns indicadores gerais, que não são só da dependência do médico, como taxa de infecção, mortalidade, reinternação, complicação, que são perfeitamente possíveis, você dá sinais de custo-efetividade em termos de preço e de resultado que esse serviço consegue. Isso não significa análise do desempenho médico especificamente, mas de uma forma concreta que tipo de oferta esse serviço traz e que tipo de resultado ele oferece. Eu não estou avaliando performance, a gente só está medindo e avaliando o resultado de valor agregado que determinado procedimento e serviço entrega. Os indicadores que são mais fidedignos para isso não sou eu que defino. Os próprios hospitais têm já sistemática para isso. Portanto, a avaliação comparativa, no meu modo de pensar, é uma forma de você aumentar o poder de escolha do consumidor. Isso move o mercado e o setor a se direcionar para as melhores práticas e melhores resultados. E se os médicos acharem que existem indicadores melhores, pelo amor de Deus, a gente tem que adotar aqueles que os médicos acham que são melhores. Mas avaliar o resultado de alguma forma, através de indicadores, atrelando a relação custo-benefício, no meu modo de entender, é sempre benéfica e cria um ciclo virtuoso de busca pela melhor qualidade, melhor eficiência em qualquer setor. E na medicina não é muito diferente. Precisa ter os cuidados devidos e contar com os médicos nessa avaliação, sem dúvida nenhuma, mas fazê-la do serviço. Dos médicos, acho que a gente precisa aprofundar muito a discussão e tirar o estigma de que médico bom é aquele de baixo custo. Não é verdade. Não é verdade. Isso a gente condena veementemente. É completamente diferente se falar em maior eficiência, melhor resultado e uma relação custo-efetividade melhor. Doutor NV, uma
Primeira pergunta, doutora Vânila Moraes, juíza federal. É possível os juízes franceses determinarem a implementação de uma política pública para a implementação do direito à saúde ou exercerem controle difuso do direito interno francês em relação às normas internacionais, como a Convenção Europeia de Direitos Humanos, Carta Europeia dos Direitos Sociais? Quais os limites desse controle difuso? Pour vous répondre, je vais prendre un exemple. Il se trouve que la Convention européenne des droits de l'homme prévoit dans un article une protection contre les atteintes, les mauvais traitements faits aux individus. Et à partir de là, elle a rendu un certain nombre de décisions réglant la manière dont devait s'exercer la protection de la santé en prison. Et il y a toute une série de décisions de la Cour européenne des droits de l'homme qui dit en substance que les États ne sont pas obligés de libérer pour des questions de santé des détenus malades, mais qu'en revanche, ces États doivent fournir à ces prisonniers des soins médicaux adaptés. Donc à partir de cette disposition de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour européenne a pris toute une jurisprudence sur la protection de la santé des détenus. Alors on aura par conséquent en France un litige qui opposera un détenu à l'administration pénitentiaire, et ce détenu va revendiquer l'accès à un traitement médical que l'administration pénitentiaire lui refuse. Eh bien, dans cette hypothèse, un juge, quel qu'il soit, selon qu'on saisira pour des raisons diverses un juge judiciaire ou un juge administratif, un juge de base, pourra contraindre, sur le fondement de cette disposition de la Convention européenne des droits de l'homme, l'administration à lui fournir cette prestation médicale. Donc ce qui vous montre qu'on applique directement en France non seulement les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, mais la jurisprudence d'interprétation de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est la juridiction d'application de la Convention. Donc ce contrôle de la compatibilité de la loi française par rapport à ce droit international est bien un contrôle diffus que tous les juges peuvent appliquer. Alors comment font-ils pour appliquer ce contrôle de compatibilité? On va vérifier si le droit national peut être interprété de manière compatible avec la Convention. Et si cette interprétation est impossible, on écartera tout simplement l'application de la loi française. Pour reprendre mon exemple, si une réglementation de l'administration pénitentiaire française venait interdire un traitement médical qui serait indispensable à un prisonnier, eh bien le juge français écarterait l'application de cette réglementation. J'espère à travers cet exemple vous avoir montré comment fonctionne l'articulation d'un droit international avec une jurisprudence nacional. Outra indagação ainda ao doutor Canivet, formulado pelo doutor Ricardo Perlingeiro. Seria possível imaginar o reembolso de prestação não reembolsável por medidas cautelares? Como compatibilizar o controle de normas ou leis com a necessidade de atender à tutela individual
nos casos de urgência? Ça, c'est une question très compliquée parce qu'elle met en œuvre le principe de contrôle de la remboursabilité des médicaments. Et je crois que M. Bras serait peut-être mieux placé que moi pour répondre à cette question. À nouveau, le mécanisme en France sur le remboursement des médicaments, tout d'abord, le médicament doit être autorisé à la vente. Ça, c'est une décision de niveau européen, pour l'essentiel, et pour aller vite et en simplifiant. Ensuite, une commission, dite commission de la transparence, qui réunit des cliniciens, va apprécier si le service médical rendu par ce médicament est suffisant pour que ce médicament soit admis au remboursement. Donc cette commission va élaborer un avis. Si elle considère que le service médical rendu par ce médicament est insuffisant, et ça a été le cas pour de nombreux vieux médicaments, dans ce cas-là, le médicament n'est pas remboursable. Cette décision qui va être prise par le ministre sur la base de l'avis de la commission de la transparence, elle est susceptible d'un recours devant les juridictions administratives qui vérifieront que, sans refaire le travail d'experts, parce que le juge ne peut pas se substituer aux experts, mais ils vérifieront qu'il n'y a pas d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'a posée cette commission sur le service médical rendu du médicament. Et ensuite, j'ai envie de dire, la messe est dite. Une fois que le litige a été posé, que le recours a été fait, la décision favorable ou non sera générale. Et donc, on n'aura pas des... Enfin, c'est ce qu'expliquait M. Canivet tout à l'heure, il n'y aura pas une multitude de recours individuels. Donc, c'est la seule hypothèse dans laquelle le juge peut venir rendre remboursable quelque chose dont l'administration avait décidé qu'il n'était pas remboursable, c'est sur cette base-là, c'est-à-dire que le patient saisit la décision qui a été prise de ne pas rembourser le médicament, le juge contrôle que cette décision a été prise conformément ou non aux règles qui régissent le remboursement des médicaments, et pour simplifier, le remboursement des médicaments en France est régi par la règle suivante: si le service médical rendu par le médicament est suffisant, le médicament doit être remboursé. Alors après, c'est au clinicien d'apprécier ce qu'est un service médical rendu suffisant ou insuffisant, et donc il y a une jurisprudence qui se développe sur cette question de suffisant ou insuffisant, et ce matin, le professeur Anne-Laude vous donnait un exemple d'une de ces décisions, puisque par une décision de mai 2010, le Conseil d'État a admis, si j'ai bien compris, qu'un médicament qui n'allongeait la durée de vie médiane de patients atteints du cancer que de 26 jours pouvait être considéré comme un médicament dont le service médical rendu était insuffisant pour être admis au remboursement. Donc le critère de base de l'admission au remboursement dans notre pays, en France, c'est est-ce que le service médical rendu est suffisant et insuffisant, et cette notion de suffisant et insuffisant, eh bien, c'est le juge qui la construit progressivement à travers sa jurisprudence. Et je voudrais insister sur le fait, par exemple, que le système français se différencie du système anglais, où dans le système anglais, pour apprécier si un médicament va être pris en compte par le système national de santé, il y a une appréciation médico-économique. C'est-à-dire qu'on va d'un côté apprécier le service médical rendu par le médicament en mesurant les années de vie pondérées par la qualité que permet d'obtenir ce médicament, et on va rapporter ce bénéfice sanitaire au coût du médicament. Et donc la commission qui, au Royaume-Uni, décide d'admettre ou non un médicament au remboursement considère que dès lors que un médicament coûte plus de 30 000 livres pour une année de vie gagnée, eh bien, le médicament ne mérite pas d'être pris en compte par le système de santé anglais. Donc vous voyez que dans les pays européens, on a des systèmes qui intègrent une réflexion médico-économique, c'est-à-dire qui intègrent un rapport entre le coût et le bénéfice sanitaire. C'est le système anglais. En France, formellement, on n'intègre pas un rapport entre le coût et le bénéfice sanitaire. Il suffit que le bénéfice sanitaire soit suffisant, quel que soit le coût, pour que le médicament soit remboursé. Há mais uma pergunta aqui, que ela é
indicada para o Dr. Guy Canivet e o Dr. Pierre Louis. Quer dizer, ela não está diretamente relacionada com o tema do nosso seminário, mas eu vou formulá-la. É uma pergunta da professora Sulamita Lima, da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense. Ela indaga qual é o número de desempregados e o correspondente perfil dos mesmos. Suponho que na França. Qual o valor atual do salário pago pelo Estado francês ao desempregado? Alors, effectivement, ce n'est pas dans le sujet. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en France, le taux de chômage actuellement est de 10%. Il a fortement augmenté depuis 2008 et depuis la crise, où il avait baissé aux alentours de 7%. Donc c'est un taux de chômage historiquement élevé. Le taux d'indemnisation du chômage en France est décidé par négociation entre les partenaires sociaux, c'est-à-dire que l'assurance chômage ne participe pas directement du système de sécurité sociale, elle est constituée par un accord interprofessionnel entre d'un côté les représentants des employeurs et de l'autre côté les représentants des salariés. L'indemnisation chômage dépend du salaire antérieur, et je vous avoue mon ignorance sur les taux d'indemnisation actuels, mais en gros, ça dépend de la durée d'emploi préalable, et c'est autour de 70%, et bien évidemment, cette indemnisation est limitée dans le temps à environ 2 ans. Ensuite, le chômeur bénéficie selon sa durée de travail préalable d'une prestation spécifique qui est l'allocation de solidarité spécifique, qui là est forfaitaire et indépendante du revenu préalable. Et en France, nous disposons d'un dernier filet de sécurité qui là ne dépend pas d'un travail préalable, qui s'appelle le revenu minimum d'insertion, ce qui fait que quelqu'un qui est sans ressources, qu'il ait travaillé ou non auparavant, et dès lors qu'il ne peut pas travailler, bénéficie d'environ 420 € par mois. Ça s'appelle le revenu minimum, c'est-à-dire c'est le minimum qui est octroyé à quelqu'un qui n'a aucune ressource et qui est dans l'incapacité de travailler, soit pour des raisons sanitaires, soit parce qu'il n'a pas pu trouver un emploi. Et c'est une loi du début des années 90 qui a instauré ce revenu minimum. Antes de encerrar, eu concedo a palavra novamente ao Dr. Pierre Louis Braz, em seguida Dr. Maurício Sesquim, para as observações finais antes do encerramento do nosso trabalho. Comme observation finale, d'une part, moi j'ai découvert la différence fondamentale entre le système brésilien et le système français, c'est-à-dire que le système brésilien, un système dual avec une assurance privée et un système privé adossé à cette assurance privée et un système public et une assurance publique adossée à ce système, c'est-à-dire donc c'est une différence fondamentale par rapport au système français. Il me semble que la situation du Brésil se rapproche plus de la situation d'un pays comme le Royaume-Uni, éventuellement l'Italie ou l'Espagne, où il y a un système public de santé qui a vocation à couvrir l'ensemble de la population, mais où une certaine frange de la population, au Royaume-Uni pendant une grande période, échappait au système de santé publique parce qu'il ne donnait pas des prestations de qualité suffisante, ou il donnait des prestations avec des listes d'attente très très importantes. Et donc au Royaume-Uni, alors je ne sais pas si ça dessine un avenir pour le Brésil, depuis le début des années 2000, et notamment sous le gouvernement de Tony Blair, il y a eu un investissement très très important dans le système national de santé publique pour améliorer sa qualité et surtout pour réduire les listes d'attente et pour, disons, renforcer la place du système de santé publique pour que les Anglais aient moins intérêt ou vocation à prendre des assurances privées substitutives. Mais bien évidemment, c'est un pays qui est dans un autre contexte, avec des niveaux de développement différents, et donc je ne me garderai bien de porter un jugement sur le système brésilien. Donc voilà, je terminerai avec ces réflexions.
Eu agradeço mais uma vez a possibilidade, agradeço os organizadores. Para mim foi muito interessante essa troca de informações com o sistema francês. Eu acho que nós precisamos aprender com as experiências de outros países e efetivamente buscar uma discussão, de preferência após as eleições, de que sistema nacional de saúde nós pretendemos construir para o Brasil, utilizando tanto as experiências positivas do sistema público quanto aquelas positivas do sistema privado. E disso tirar um novo sistema nacional de saúde que contemple a necessidade de todos os cidadãos, que não fira o direito de cada um de escolher o que pretende para si, em termos de qualidade e oferta, mas que não desperdice recursos que são muito caros a toda a sociedade e que tem um grande desafio de atender a todos com dignidade e com qualidade. Agradeço o deputado, agradeço o doutor Ricardo e fico à disposição. Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu também formulo, por último, meus agradecimentos especiais ao doutor Ricardo, como coordenador do Núcleo de Ciências do Poder Judiciário, da UF, e o Instituto de Direito e Saúde da Universidade de Paris Descartes. E agradeço a participação de todos e declaro encerrados os trabalhos nesta tarde. Prosseguiremos amanhã, doutor Ricardo. Muito obrigado.